Les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous montre davantage de preuves sur la raison pour laquelle je pense que le Bitcoin est en train de chuter actuellement. En plus de ça, il faut que je vous parle de certains développements majeurs qui se produisent actuellement et qui provoquent énormément de peur sur les marchés de la crypto, comme par exemple la réglementation MiCA. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui va se passer du côté des exchanges, quelles seront les conséquences, quel effet ça pourra avoir sur l'espace des cryptos et bien d'autres choses. Alors encore une fois, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, pour commencer, ce que vous pouvez voir, c'est que le Bitcoin se situe actuellement au bord de ma boîte orange que vous connaissez, je pense, ici, aux 66 700 $. Vous pouvez voir qu'on est descendu jusqu'à ce point, pour le coup, ici sur l'intervalle journalier solide en passant. Donc au cours des 4 derniers jours, je dirais, eh bien on est descendu premièrement ici jusque là, on a eu un gros rebond. La deuxième fois, vous pouvez voir qu'on a eu un rebond relativement intéressant. On est redescendu une troisième fois de ce côté. Pour le coup, on n'est pas vraiment remonté au-dessus de cette ligne orange dans ce cas. Et pour l'instant, eh bien, vous pouvez voir, on est en train de se reposer en plein dessus. Donc il y a certainement une pression de vente actuellement pour le Bitcoin et pour l'espace des cryptos dans leur ensemble. Et j'y reviendrai évidemment plus tard au cours de cette vidéo. Mais pour le moment, sachez simplement que, eh bien, on se repose sur un niveau de résistance clé. Et la raison pour laquelle ce niveau a été maintenu par les bulls 4 fois de suite, c'est parce que c'est super important. Si on perd ce niveau, les gars, eh bien, je m'attends à ce qu'on repasse potentiellement jusqu'à ce niveau 63 500 $, qui sera un niveau de support extrêmement fort également si jamais on y arrivait. Donc l'action latérale, eh bien, se poursuit. Je pense qu'on peut toujours appeler ça de la latéralisation. Si on dézoome d'ailleurs, laissez-moi prendre l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir que, eh bien, ouais, c'est assez parlant en fait. On a juste de l'action latérale depuis février en fait. On remonte, on redescend, on a un petit peu, ouais, une tendance à la baisse très légère, mais j'aurais envie de dire que grosso modo l'action latérale continue. À mon avis, ça va se passer jusque tout au long de l'été, jusqu'à ce qu'on recommence finalement à avoir une tendance à la hausse. En général, à un moment donné, eh bien, on va remonter et franchir tous ces niveaux de résistance. Mais voilà, actuellement, on a juste trop de pression de vente pour le Bitcoin à ce stade et forcément, ça entraîne le reste des marchés à la baisse. Voilà, à mon avis, ce qui est en train de se passer actuellement. Rien de quoi s'inquiéter, en fait. Pour l'Ethereum, c'est un petit peu la même chose. La condition de l'Ethereum, pour le coup, on a des gros événements qui arrivent de ce côté au niveau de l'été, qui sera bien sûr, vous le savez, les ETF spot pour l'Ethereum. Donc ça, forcément, ce sera un gros catalyseur à la hausse. Et pour les marchés traditionnels, de leur côté, vous pouvez voir qu'actuellement, on est à un niveau record, toujours le all-time high. Les marchés traditionnels, eh bien, dans leur ensemble, se portent plutôt bien. C'est juste, encore une fois, les cryptos et le Bitcoin qui sont en train de rechuter. Encore une fois, quelle est la raison pour laquelle on rechute? Eh bien, avant que je vous parle de tout ceci, permettez-moi simplement de vous montrer quelques graphiques haussiers supplémentaires. Alors, le premier qu'on a de ce côté, encore une fois de la part de TechDev, c'est une compression des bandes de Bollinger logarithmiques. Alors, pour le coup, on n'a pas eu ce genre de compression des bandes logarithmiques de Bollinger, tenez-vous bien, depuis 2012, lorsque le Bitcoin était à 5 $. Essentiellement, la compression, donc, en fait, vous avez de l'action latérale, une faible volatilité. Alors, encore une fois, récemment, on n'a juste pas bougé du tout, et c'est quelque chose qu'on n'a plus vu, grosso modo, de toute l'histoire des bitcoins, en fait, depuis 2012. Et ceci, eh bien, nous a conduit généralement à un énorme mouvement à la hausse. Vous pouvez voir que la dernière fois qu'on a assisté à ceci, eh bien, on a eu un énorme mouvement à la hausse, donc préparez-vous à de la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les bandes de Bollinger logarithmiques sont en train de se resserrer extrêmement fort de ce côté. Et oui, d'ailleurs, juste pour vous rappeler aussi que si jamais on revenait sur cette boîte orange aux 63 500 $, comme je vous le disais dans les dernières vidéos, je vais entrer dans une grosse transaction ici. À mon avis, ce sera une belle opportunité d'achat, même pour le plus court terme. Et je pense que les bulls risquent d'intervenir à partir de ce point et qu'on risque d'assister à un gros rebond si jamais on venait toucher ce niveau de support. Voilà, ce sera un trade que je compte accepter. Alors, je dis pas nécessairement qu'on va atteindre ce point, mais si jamais on y revient, alors c'est un gros si, mais si jamais on atteint ce support, eh bien, j'entrerai dans un trade. Ok, ceci dit, je vais continuer. Alors, on a un graphe ici qui a été posté par Bob Lucas. Alors ici, vous avez une fractale précédente de 2023 et ça a été appliqué pour le coup à là où on se trouve actuellement sur les marchés. Vous pouvez voir qu'on a augmenté, qu'on a eu de l'action latérale, qu'on a eu un petit peu de chute de ce côté et puis une autre action latérale et après ça une grosse poussée, encore une fois de l'action latérale de ce côté et puis finalement une énorme poussée à la hausse. Maintenant, si on a la même chose, eh bien vous pouvez voir que on a eu la première partie, si vous copiez simplement ceci, donc vous le copiez de ce côté et vous le placez au-dessus de là où on se trouve actuellement, eh bien ça pourrait suggérer qu'on a déjà eu cette grosse poussée jusqu'à présent,
qu'on a une consolidation quelque peu en chute, comme c'est le cas, eh bien, vous le savez, une deuxième poussée, potentiellement encore une consolidation et une rechute, et puis ensuite de plus grosses poussées. Donc, ceci suggère encore un petit peu d'action latérale pour les bitcoins avant la grosse explosion finale. Donc voilà, je voulais juste un petit peu souligner tout ceci. On a deux graphes qui ont l'air relativement bullish, bien que ceci, eh bien, s'attend un petit peu plus d'action latérale avant de voir de grosses poussées, ce qui est tout à fait raisonnable. C'est conforme exactement à ce à quoi je m'attendais également. Alors, pour ce qui en est de la raison pour laquelle on chute actuellement, eh bien, c'est dû à la pression de vente de la part des mineurs majoritairement. Aujourd'hui, on a d'autres graphes qui suggèrent la même chose. Ce que vous pouvez voir juste ici, c'est le taux de hachage sur 18 mois et ça a été brisé. Alors, ceci suggère que les mineurs sont en pleine période de capitulation. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont en période de capitulation? Eh bien, parce que à l'heure actuelle, regardez, ça coûte en moyenne 77 000 $ pour générer un seul bitcoin. Donc ceci c'est dû au halving forcément, c'est en raison du coût élevé de l'électricité, de plusieurs facteurs macroéconomiques différents, et encore une fois c'est pas le but ici, mais sachez simplement que les mineurs fonctionnent avec une perte massive actuellement. En fait ils ne peuvent pas générer assez, c'est pourquoi ils vendent leur bitcoin, ils vendent tout ce qu'ils peuvent en fait pour pouvoir survivre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien vous pouvez voir également qu'ils sont en train de vendre leur bitcoin au bureau OTC. Les bureaux OTC ce sont en fait des personnes ou des institutions qui sont simplement capables d'acheter de grandes quantités de bitcoin d'un coup, et d'ailleurs vous pouvez le constater, on a les flux vers les bureaux OTC, vous avez le graphe juste ici, et c'est en train d'augmenter. Et donc forcément c'est dû au fait que les mineurs vendent leur bitcoin, comme je venais de vous le dire, au bureau OTC. Alors j'ai entendu certaines personnes dire que ça n'a pas trop d'importance si les mineurs vendent au bureau OTC, parce que finalement ils ne le dumpent pas sur le marché libre, mais j'aurais envie de dire que ça compte toujours, en fait, ça compte même énormément. Pourquoi? Parce que même si vous vendez donc de gré à gré à des bureaux OTC, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire avec votre bitcoin? Eh bien, soit ils vont vendre lentement sur le marché, ce qui ajoute de toute façon à une pression de vente, donc ok, ça ne l'ajoute pas immédiatement, c'est pas un dump, mais de toute façon c'est de manière plus contrôlée au fil du temps, ce qui est presque pire en fait, c'est l'une des choses qu'ils pourraient faire. La deuxième chose qu'ils pourraient faire, c'est juste d'avoir un acheteur en ligne. Disons par exemple que les mineurs veulent vendre 2000 jetons à ces bureaux OTC. Disons peut-être que BlackRock frappe à la porte des bureaux OTC et dit « Hey, pour le coup, on voudrait acheter 2000 bitcoins, ça tombe super bien. » Ok, eh bien le mineur a sélectionné ce fameux bureau OTC. Donc si le fameux bureau OTC qui a reçu en quelque sorte une commande de 2000 bitcoins, s'ils ne peuvent pas l'honorer, si BlackRock ne peut pas obtenir les 2000 jetons, eh bien, il doit simplement aller sur le marché libre et l'acheter directement. Donc, ok, pour le coup, ça n'ajoute pas de la pression de vente de la même manière, mais ça supprime en quelque sorte de la pression d'achat que BlackRock, pour le coup, n'exercerait pas sur le marché libre. Donc, c'est quand même de la perte finalement. C'est pourquoi ces bureaux OTC affectent toujours les marchés. Mais voilà, de toute façon, il viendra un moment, les gars, lorsque les mineurs auront fini de vendre. Ça ne peut pas durer éternellement. Et puis, il viendra un moment où les mineurs, en fait, seront plus forts, où les plus forts auront survécu. Et puis, on aura ce signal de ruban de hachage, d'ailleurs, qui est en général extrêmement haussier. Lorsque les mineurs auront fini de capituler, on va exploser à la hausse. Donc, gardons un œil attentif là-dessus. Préparons-nous à de la volatilité, comme toujours, mais sachez simplement que le Bitcoin est toujours, je pense, dans un état sain. Je pense que le Bitcoin est toujours dans une tendance à la hausse au fil du temps. Maintenant, en ce qui concerne le timeline, pour le coup, pour les ETF d'Ethereum, ça devrait être entièrement approuvé d'ici septembre, ce qui signifie que les ETF eux-mêmes pourraient commencer à trader un petit peu avant ça. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit un petit peu plus tard, ça devrait être un petit peu plus tard que septembre. Alors, ce que je vous dirais également, c'est que je ne pense pas que les gens ont été capables de front-run l'ETF Ethereum autant qu'ils ont pu le faire pour l'ETF du Bitcoin. Je vous disais ça au cours des dernières semaines. Donc, à mon avis, on a de la pression d'achat, qui va être largement supérieur par rapport au Bitcoin. Ce sera bien plus élevé en termes relatifs, évidemment, ce sera plus élevé pour le Bitcoin. Donc je m'attends à beaucoup plus de pression de la part de ces ETF une fois que ce sera lancé. Et d'ailleurs, les holders permanents, c'est-à-dire les holders d'Ethereum en fait qui ne font que acheter et qui ne revendent jamais, eh bien hier vous avez vu le plus grand nombre jamais enregistré, soit 298 000. Oui, donc vraiment énorme accumulation de la part de ces personnes qui en fait ne vendent pas beaucoup, qui accumulent simplement et qui hold leurs bags. Et aussi les gars, on a MicroStrategy qui viennent d'annoncer qu'ils ont acheté un demi-milliard de dollars en Bitcoin en émettant des billets convertibles de premier rang. En faisant ça, en fait, essentiellement ils vont leverage, en fait ils vont tirer parti du Bitcoin. Donc moi je pense que encore une fois, il va arriver un moment où en fait je ne sais pas si ça peut durer éternellement, je suis un petit peu
préoccupé par le risque que Michael Saylor est en train d'entreprendre, essentiellement parce que, c'est le PDG. Alors, pour le coup, si je me trompe pas, il a démissionné en tant que PDG de MicroStrategy, mais il est sûrement l'actionnaire majoritaire de toute façon. Il est grosso modo président, il a toujours le contrôle de la société. Mais voilà, c'est une société cotée en bourse quoi qu'il en soit, donc c'est un petit peu dangereux, j'ai envie de dire, mais tant que le Bitcoin augmente, ce qui, selon moi, au fil du temps continuera à arriver, eh bien, tout va bien. Ceci dit, on a aussi beaucoup de préoccupations concernant la réglementation MiCA qui arrive à grands pas pour l'Union européenne. Alors essentiellement, ça signifie qu'on aura des exigences supplémentaires sur la déclaration pour toute personne qui transfère des actifs numériques et aussi, eh bien, surtout en fait pour les stablecoins. Là, c'est vraiment une grosse affaire. Maintenant, les exchanges, évidemment, eh bien, ne veulent pas radier les stablecoins forcément. Donc, alors pour le coup, ils ont été extrêmement vagues sur ce qu'ils allaient faire. Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles Tether et potentiellement d'autres stablecoins vont en fait être délistés des plateformes d'échange. Alors, on voit déjà certains exchanges qui restreignent certains stablecoins aux personnes qui malheureusement les utilisent depuis l'Union européenne. Alors, je sais pas trop ce qui va arriver de ce côté. Je pense que les exchanges vont attendre encore un petit peu plus avant de décider ce qu'ils vont faire et je pense que tout le monde attend de savoir avec quelle exactitude ça va être renforcé. Mais voilà, ça pourrait potentiellement être un gros problème. Je pense qu'il faut juste attendre et voir. Alors pour le coup, si vous êtes de l'Union européenne et que vous utilisez les plateformes d'échange, eh bien, regardez un petit peu de chaque côté. Certaines sont en train d'attendre, d'autres nous donnent plus d'infos. Mais voilà, pour le coup, pour ce qui est des stratégies de trading, eh bien, elles utilisent l'USDT en tant que collatéral. Donc il faut juste attendre de voir ce qui va se passer de ce côté. Mais pour le coup, je suis sûr que si quelque chose de mal devait arriver, mettons par exemple toutes les plateformes délistent l'USDT, ce qui va se passer, c'est que davantage de personnes vont se déplacer on-chain, ce qui n'est pas une si mauvaise chose. Et d'ailleurs, si jamais on pouvait avoir plus de personnes qui sont obligées d'utiliser la DeFi ou ce genre de truc, ce serait un truc positif pour la crypto. Ça signifie également que, personnellement, en tant que créateur, il faut que je trouve un bon partenaire on-chain, de bons DEX, de bonnes alternatives décentralisées, parce que si de plus en plus de plateformes d'échange commencent à restreindre de plus en plus de personnes, pour le coup, je pense que hier, on a bien reçu environ 100 messages dans tous les domaines, sur Twitter, Instagram et de tous les côtés, en fait, des gens qui me demandent simplement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui va arriver, comment faire pour utiliser, je sais pas, moi, les bots, par exemple, ou juste, est-ce qu'on peut toujours garder nos cryptos, les stablecoins sur les exchanges, mais je pense que les alternatives décentralisées deviennent de plus en plus viables actuellement, donc je vais commencer à chercher des alternatives plus décentralisées afin qu'on puisse tirer parti de toute l'action qui se passe on-chain. Bien sûr, au début, ce ne sera pas aussi pratique que ces alternatives centralisées, ne vous attendez pas à des miracles, mais au fil du temps, je pense que de toute façon, ça fera plus de sens à mesure que de plus en plus de réglementations, de toute façon, ça peut pas aller dans l'autre sens, on aura toujours plus de restrictions qui seront mises en place. Une chose que je dirais cependant, c'est que les plateformes d'échange qui, selon moi, vont essayer un petit peu de lutter contre ceci autant que possible. Pour le coup, je pense que BitGet devrait être l'une des dernières à délister peut-être l'USDT. Voilà. Donc, si jamais vous faites partie de l'Union européenne et que vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, je vous invite à en profiter tant que c'est toujours possible. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc rendez-vous en bas de la description. Vous avez le lien BitGet juste ici. Inscrivez-vous et vous avez donc tous les bonus de trading dont vous pouvez tirer parti avant peut-être que ça ne soit terminé d'ici, je pense, 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère qu'ils vont essayer de lutter contre ceci. Mais voilà, ceci étant dit, alors c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Sûrement pas de vidéo demain, à moins que quelque chose de dingue ne se passe. Mais voilà, on reviendra certainement dimanche. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos et moi je vous dis à la prochaine.